Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de revenir en vidéo sur le chapitre 23 qui s'intitule Tableau, données, diagrammes et graphiques. Alors c'est un chapitre qui va vous préparer à ce que vous allez faire l'année prochaine en classe de 5e et qui peut paraître assez dense et assez volumineux compte tenu du fait qu'il vous présente plein de petites notions que vous allez devoir appréhender et essayer de comprendre aujourd'hui pour mieux vous préparer demain. On va essayer de décortiquer chaque élément les uns après les autres, histoire que ce soit pas trop compliqué, et que vous puissiez vous préparer au mieux pour l'année prochaine. Alors, on commence avec les tableaux et les données. D'abord, c'est quoi une donnée? Normalement, vous avez déjà entendu ce mot. En fait, les données, c'est des valeurs, c'est des informations que vous allez pouvoir traiter. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de tableau? Parce que généralement, on va essayer de trier les données, de les organiser dans un tableau pour que ce soit plus facile de les comprendre. Par exemple, j'aurais pu faire un long texte en disant, voilà, la moyenne en mathématiques en 2018 était de 13, en 2019 elle était de 11, puis en 2020 elle était de 14, la moyenne en histoire-géographie était de 16 en 2018, puis de 13 en 2019 et enfin de 12 en 2020, et la moyenne de SVT était de 11 en 2018, de 13 en 2019 et de 15 en 2020. Vous voyez que ça fait très long. En réalité, toutes ces informations, je peux les rassembler dans un seul tableau, qui est constitué de lignes et de colonnes. Chaque ligne va se référer à une information, et chaque colonne a une information. Et on va fusionner les deux, ça va nous permettre de dire, à tel endroit, j'ai telle donnée. Donc pour la situation que je viens de décrire, maths, c'est une matière. Donc j'ai décidé de mettre chaque matière à chaque ligne. Donc quand je parle d'une ligne, je me réfère à une matière. L'information contenue dans ma première ligne, c'est mathématiques. Donc je vais avoir des informations sur les maths. Ensuite, j'ai parlé de 3 années différentes, 2018, 2019, 2020. Donc j'ai décidé de les répartir sur des colonnes. Ça veut dire que si je regarde ma première ligne, j'ai affaire à des maths, et la première colonne à 2018. Donc finalement, si je regarde mes maths en 2018, j'avais 13 de moyenne. Si je regardais par exemple ici, le 13, ça correspond à la ligne histoire-géo, donc je parle de la moyenne d'histoire-géo, en 2019. Vous voyez, les tableaux, c'est assez pratique parce que ça vous permet de rassembler plein d'informations sans avoir besoin de faire de longues phrases pour expliquer toute la situation. Il suffit de dire c'est les moyennes par matière et par année, et ensuite il suffit de savoir lire le tableau en disant par exemple cette case-là, c'est la ligne SVT, donc je parle des moyennes de SVT, et je suis en 2020. Donc la moyenne de SVT en 2020, c'était 15. Voilà un autre type de tableau auquel vous pouvez être confronté, où on vous donne les notes, et en dessous quelque chose qui s'appelle effectif. Alors effectif, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand on compte le nombre de fois qu'une donnée apparaît. Donc ma donnée c'est 13, par exemple, les élèves qui ont eu 13. L'effectif c'est 10, ça veut dire que j'ai eu 10 élèves qui ont eu la note de 13. Quand on parle d'effectif, en fait, on parle du nombre de personnes qui ont rempli un critère, une information. Pour l'information 14, c'est-à-dire avoir la note 14, j'ai 8 personnes. Donc l'effectif c'est 8, ça veut dire que 8 personnes ont eu 14. Pour la note 16, mon effectif c'est de 4, donc 4 personnes ont eu 16. Et pour 18, l'effectif c'est 2, donc 2 élèves ont eu 18. Il nous reste un seul mot de vocabulaire à expliquer, c'est celui d'effectif total. Donc vous vous doutez bien que si l'effectif désigne le nombre de personnes qui remplissent un type d'information, l'effectif total désigne quant à lui le nombre total d'élèves qu'il y a dans la situation. Si je reprends mon exemple ici, on a des notes, 13, 14, 16, 18, on a le nombre d'élèves qui ont eu chaque note, c'est l'effectif, donc l'effectif de 13 c'est 10, l'effectif de 14 c'est 8, celui de 16 c'est 4, celui de 18 c'est 2. Quel est mon effectif total? C'est le nombre total d'élèves qui ont participé à ce contrôle, à savoir 10 plus 8 plus 4 plus 2, 24. L'effectif, c'est pour chaque information combien de personnes sont concernées. L'effectif total, c'est combien de personnes en tout il y avait dans la situation. Alors on a vu que les données pouvaient être triées dans un tableau, elles peuvent également être mises sous la forme de ce qu'on appelle un diagramme, ce qui permet d'être beaucoup plus facile à lire encore qu'un tableau, puisque c'est une représentation plus visuelle, en tout cas plus concrète, des situations. Vous, en 6e, on vous présente deux types de diagrammes, deux principaux types de diagrammes, à savoir le diagramme en bâton et les diagrammes circulaires ou demi-circulaires.
Alors je vais commencer par vous présenter le diagramme en bâton, vous allez voir il est relativement simple, et pour ça je vais reprendre ma situation de tout à l'heure, à savoir les notes, avec 10 élèves qui ont eu 13, 8 élèves qui ont eu 14, 4 élèves qui ont eu 16 et 2 qui ont eu 18, sur l'axe qui est vertical, qui s'appelle l'axe des ordonnées. C'est un mot de vocabulaire, vous pouvez commencer à l'apprendre puisqu'il va être important et que vous allez beaucoup l'utiliser l'année prochaine. Donc l'axe des ordonnées, on place les effectifs, c'est-à-dire la quantité de personnes qui ont eu chaque note. Sur l'axe horizontal, qui s'appelle l'axe des abscisses, pareil, c'est un mot de vocabulaire que vous allez apprendre et que vous allez beaucoup utiliser à partir de l'année prochaine. Donc l'axe des abscisses, on place la note. Donc qu'est-ce que j'ai finalement? Sur cet axe-là, horizontal, donc les abscisses, j'ai les notes. Sur cet axe vertical, donc les ordonnées, j'ai les effectifs. Ma première note c'est 13, l'effectif c'est 10, donc je fais un bâton qui va jusqu'à 10. Attention, là ça veut dire du coup que vous devez avoir les bonnes graduations. Ça je vous renvoie vers le chapitre sur les différentes graduations. Pour la note pour la note 14, on avait 8 personnes qui l'avaient eu, donc je dois faire un bâton qui monte jusqu'à 8. Sachant que chaque fois je vais de 1 en 1 moins. Sur mon échelle là, je suis à 1, 2, 3, etc. etc. Donc 14, je vais jusqu'à 8. 16, j'étais à 4, je m'arrête à 4. Et 18, je fais un bâton jusqu'à 2. Vous voyez, faire un diagramme en bâton, c'est pas très difficile. Vous pouvez le faire quand vous avez des tableaux de type effectif avec une note par exemple. Ça aurait été plus compliqué de faire un diagramme en bâton facile à comprendre avec le premier exemple que j'avais donné sur les moyennes en fonction des années. Deuxième type de diagramme, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de diagrammes circulaires ou des diagrammes demi-circulaires, qui sont un peu plus difficiles à appréhender et en tout cas un peu plus difficiles à tracer. Vous allez voir pourquoi. En attendant, ils sont quand même très pratiques et beaucoup utilisés dans le monde professionnel, puisqu'ils permettent très rapidement de voir la répartition des choses sur un diagramme. Donc comment est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'on utilise un diagramme circulaire? Le diagramme circulaire et le diagramme demi-circulaire, comme je l'ai dit, ils servent pour montrer la répartition des choses. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de pourcentages. Dans le cas où on a un énoncé avec des pourcentages, faire un diagramme circulaire a du sens, là où un diagramme en bâton peut être un peu moins. Ça ne vous empêchera pas de le faire, mais c'est peut-être un peu moins intéressant. Donc comment est-ce que je fais pour tracer un diagramme circulaire ou un diagramme demi-circulaire? Déjà, je regarde les pourcentages. Si je ne les ai pas, il faut les calculer. J'ai donné une situation, dans un champ, il y a 10% de blé, 25% de maïs, 65% d'avoine. Donc vous avez déjà vos pourcentages. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je vais le faire sur mon diagramme. Donc pour ça, je vous avais expliqué dans le cours, vous avez une méthode de calcul qui n'est pas très difficile, mais qui est assez longue puisqu'il faut que vous fassiez tout individuellement. Si je prends le cas d'un diagramme circulaire, il va falloir que je répartisse mes pourcentages à l'intérieur. Donc finalement, par quoi se caractérise un cercle? Par ses 360 degrés. C'est-à-dire peu importe la taille de mon cercle, il aura toujours 360 degrés à partager. Donc il faut que je partage de façon à ce que ce soit respecté au niveau des pourcentages, 360 degrés. Comment je vais faire pour respecter ces proportions? Tout simplement, je vais faire 360 fois 10% pour le blé. Ça veut dire que je vais regarder combien de degrés font 10% sur mes 360 totaux. Quand je fais le calcul, je trouve 36 degrés. Pareil pour 25%, je fais 360 fois 25 divisé par 100, je trouve 90 degrés. Ça veut dire qu'il faut que mon maïs occupe 90 degrés de mon diagramme circulaire. Enfin l'avoine, 65%, comme j'en ai que 3, en fait, il s'agit de tous les degrés restants, mais je peux faire le calcul quand même, 360 fois 65 divisé par 100, ça fait 234. Maintenant que je connais la répartition en degrés de mes différents pourcentages, je vais pouvoir les tracer sur mon schéma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tracer? La première chose, c'est de faire un rayon, n'importe lequel. Donc on va prendre un rayon. Donc vous allez avoir besoin d'un rapporteur que vous allez prendre. Du coup, on va commencer avec les 10% qui correspondent à 36 degrés. Donc je prends mon rapporteur, je vais pointer vraiment le centre du cercle. J'aligne mon 0 avec le rayon. Je regarde bien ce 0 là, pas celui-là, puisque je suis de ce côté ici. Et donc 36 degrés, je vais être à peu près par là.
je mets ma petite marque et je trace. Là, je viens de tracer 36 degrés. 36 degrés, ça correspond au blé. Ensuite, je dois tracer 90 degrés pour mes 25%. Comment je fais? Je reprends mon rapporteur, je me place au milieu, cette fois j'aligne avec ce trait-là, puisque c'est celui-là mon nouveau. Je me place à 90 degrés, je mets ma petite marque et je trace. Donc là j'ai un angle droit, et cet angle droit il correspond à mon maïs. L'avoine va vous poser un peu de souci avec votre rapporteur étant donné que vous n'avez que 180 degrés, mais ça tombe bien puisque je vous ai dit, à part le blé et le maïs, il n'y a plus que de l'avoine. Donc en fait, toute la partie restante, c'est votre avoine. Donc si on récapitule, ici j'ai fait 10%, ça faisait 36 degrés. Ici j'ai fait 25%, ça faisait 90 degrés. Et ici j'ai fait 65%, ce qui correspondait à 234 degrés. Comment ça se passe maintenant si j'ai un diagramme non pas circulaire, mais un diagramme demi-circulaire? En fait, ça fonctionne exactement de la même manière, exception faite qu'on n'a plus 360 degrés à partager, mais 180. Donc je refais les mêmes calculs qu'ici, mais avec 180 degrés. 180 x 10%, ça fait 18 degrés. 180 x 25%, ça fait 45 degrés. 180 x 65%, ça fait 117 degrés. Et bah on refait pareil, on prend notre rapporteur, on se place sur le centre du demi-cercle, on aligne, on prend par exemple le 0 ici, on doit faire 18 degrés d'abord, donc on met notre petite marque, on trace. Ensuite on doit faire 45 degrés, donc on place le rapporteur, on aligne avec le dernier trait qu'on a tracé, on prend 45 degrés, on trace. Et le dernier, bah on a de la chance puisqu'encore une fois c'est tout ce qui reste. Donc là si je mesure normalement en me mettant ici et en alignant, je dois être à 117 degrés. Je peux mettre mes couleurs. Ici on était en vert, c'était le blé. Ici on était en bleu, c'était le maïs. Et tout le reste, ici, c'est l'avoine. Maintenant qu'on a vu les tableaux, ce qu'étaient les données et les différents types de diagrammes, on va s'intéresser à la dernière catégorie qu'on étudie dans le chapitre, les graphiques. Premièrement, les graphiques cartésiens se caractérisent par deux demi-droites graduées, à l'intérieur desquelles on a des points, on peut placer des points qui sont caractérisés par deux données, leurs abscisses et leurs ordonnées. Je vous rappelle, les abscisses, c'est l'axe horizontal. Les ordonnées, c'est l'axe vertical. Je vous donnerai à la fin une petite méthode pour vous en souvenir. Donc, les graphiques permettent généralement de matérialiser sous forme géométrique des situations où on voit une évolution. On se sert souvent des graphiques pour montrer l'évolution de quelque chose en fonction d'autre chose. Vous allez faire beaucoup de graphiques, par exemple en physique-chimie, pour montrer l'apparition de tel type de molécules à travers le temps. Donc moi j'ai décidé de reprendre l'exemple que je vous ai donné tout au début avec le tableau sur l'évolution des moyennes en fonction du temps. Pour ça, donc j'ai tracé en ordonnée une graduation pour mes moyennes, sur les abscisses j'ai mis une graduation pour les années, et j'ai tracé dans trois couleurs différentes les différentes matières. Donc, pour commencer les maths, on avait dit qu'en 2018 on était à 13, donc je place 2018, je me place au niveau du 13, je mets ma première croix. En 2019, on a dit qu'on était à 11. Donc 2019, je me mets au niveau du 11, on a mon deuxième point. En 2020, on a dit qu'on était à 14, donc 2020, il faut que je sois à la hauteur de 14. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je relie mes points entre eux. Pour la SVT, on partait de 11 en 2018, on était à 13 en 2019,
A15 en 2020, je place mes 3 points, je les relie entre eux. Même chose pour l'histoire géo, on était A16 en 2018, A13 en 2019 et A12 en 2020. Donc je place mes 3 points et je les relie entre eux. L'avantage du graphique, vous le voyez tout de suite, c'est que ça permet de voir comment les notes ont évolué en fonction du temps. Pour l'ASVT, on voit que ça a progressé de manière même constante, puisque c'est une droite. Pour l'histoire géo, au contraire, on a baissé beaucoup d'un coup, puis un peu moins ensuite. Et pour les maths, on a d'abord diminué, puis on a augmenté. Ça permet de voir vraiment l'évolution de certains types de données en fonction d'un autre. Là, les notes en fonction du temps. Comme je vous le disais juste avant, tous les points qu'on peut placer sur un graphique cartésien sont caractérisés par deux informations. C'est les abscisses en premier et les ordonnées en second. Donc ça s'écrit de cette manière-là. Le point A que j'ai placé ici, il se trouve à 2 en abscisse, à 1 en ordonnée. Donc on va l'écrire A, entre parenthèses, 2, point virgule 1. On ne met pas une virgule pour la simple et bonne raison qu'on pourrait confondre avec un nombre décimal. Donc on met bien point virgule histoire de marquer une séparation. Pour finir, je vous propose de vous donner une petite astuce pour réussir à répondre à la question abscisse ou ordonnée, lequel est lequel. Donc vous allez voir, c'est très simple, il y a une astuce qui vous permet non seulement de trouver à coup sûr quel axe correspond à quel nom, et d'autre part, savoir dans quel ordre ça se situe. Donc pour commencer, A pour abscisse, c'est cet axe-là. Pour quelle raison? Quand j'écris abscisse, ça commence par un A, si je dessine un A, j'ai ça. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est l'axe horizontal. Pour le deuxième ordonnée, quand je dessine un O, je fais ça. Finalement, ça correspond à quel axe? Celui qui monte. Enfin, pour savoir dans quel ordre les deux fonctionnent, bah, vous voyez que alphabétiquement, le A vient avant le O, donc les abscisses passent avant les ordonnées. Il faut faire attention à ne pas se mélanger. Pourquoi? Je vous ai fait un schéma. Sur celui-ci, le point A, il a pour coordonnées abscisse d'abord 1, ordonnée ensuite 3. Le point B, quant à lui, il a pour abscisse 3 et pour ordonnée 1. Donc vous voyez que si vous mélangez abscisse et ordonnée, que vous mettez l'un à la place de l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste un autre point qui est différent. Faites bien attention, on met bien d'abord les abscisses, ensuite les ordonnées, et on met un point virgule entre les deux, histoire de ne pas confondre avec un nombre décimal. Voilà, c'est la fin de ce chapitre qui était un peu long, qui était plutôt dense, puisqu'il y a beaucoup de notions que vous découvrez ou que vous revoyez. J'espère que je ne vous ai pas perdu à travers ces différents éléments et qu'au contraire vous avez compris les différences et les intérêts que présente chacun selon les situations auxquelles on est confronté. Ce chapitre est assez important puisqu'il vous présente pas mal de notions que vous allez beaucoup approfondir l'année prochaine. Donc le plus vous en retenez, le mieux ce sera et le mieux vous serez préparé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de faire vos exercices et à vous de vous entraîner. Je compte sur vous pour faire vos exercices aussi sérieusement que d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo du programme de 6ème sur les axes de symétrie.